Bonjour et bienvenue à tous. Ce que nous sommes sur le point de vous révéler aujourd'hui est loin de ressembler à une belle histoire télévisée. Nous allons plutôt vous parler d'histoires d'enfants sauvages. Ces récits, qui ont longtemps fasciné et défrayé la chronique, ont d'ailleurs fait émerger plusieurs théories sur l'importance de la vie en société et sur la nature première de l'homme qui, une fois abandonné dans la nature, se transforme en bête. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 enfants qui ont dérouté les scientifiques. Natasha Mikhailov. En 2009, une fillette de 5 ans a été retrouvée dans une terre agricole abandonnée, entourée de chats et de chiens qui semblaient domestiqués. Les enquêteurs, horrifiés, ont vite appris que la famille de Natasha vivait aussi sur ce terrain. Négligée et livrée à elle-même, la petite fille passe la plus grande partie de sa vie parmi ces animaux, s'adaptant à leur comportement et à leurs habitudes. Les voisins, lorsqu'on leur a demandé de témoigner, ont été consternés et ont déclaré qu'ils ne savaient même pas que la famille avait un enfant chez eux. Actuellement, elle suit un programme de réadaptation et sa famille a été incarcérée pour négligence. Encore aujourd'hui, les spécialistes sont surpris de la manière dont la jeune fille arrive à sauter sur eux comme un chiot. Leur rapport affirme qu'elle n'est toujours pas complètement à l'aise avec les autres enfants et que les lumières vives ainsi que les bruits soudains et forts l'inquiètent. Natasha montre désormais des signes d'affection et de sollicitude et a même réussi à exprimer sa joie en dessinant une fleur pour son professeur d'art. Les experts qui la suivent espèrent que Natasha pourra se remettre grâce à une bonne éducation. L'enfant gazelle syrien. Voilà comment cette histoire se déroule. En 1946, un garçon d'environ 10 ans a été capturé dans le désert syrien à l'aide de jeeps de l'armée irakienne. Pourquoi des jeeps ? Simplement parce que, apparemment, il réussissait à courir plus de 50 km/h. Bien que terriblement mince, on dit qu'il était en très bonne forme et qu'il était capable de courir comme une gazelle. Après avoir été rattrapé, il dut d'ailleurs être attaché aux mains et aux pieds pour éviter qu'il ne s'échappe à nouveau. L'anthropologue qui l'a trouvé, Jean-Claude Hodji, l'a gardé sous observation pendant un certain temps tout en faisant preuve de vigilance même quand le petit garçon dormait. Jean-Claude a supposé que l'enfant se déplaçait à 4 pattes parce qu'il avait probablement été abandonné tout de suite après avoir appris à ramper à environ 7 mois. Ayant gagné la confiance de l'anthropologue, petit à petit, le garçon fut laissé seul. Seulement l'entourage de Jean-Claude Hodji n'était pas gentil avec lui, ce qui le poussa à s'échapper. Après avoir été capturé une seconde fois, on raconte que l'enfant gazelle aurait été placé dans un asile psychiatrique. Depuis, aucune autre information n'a circulé sur son sort ou son éventuelle disparition. John Sebunya. Alors qu'il n'était qu'un jeune enfant de la campagne de l'Ouganda, John Sebunya a vu son père massacrer sa mère et venir le chercher pour en faire sa prochaine victime. Il a alors décidé de disparaître dans une jungle proche sans laisser de traces jusqu'en 1991, année à laquelle une femme d'une tribu résidant dans cette zone de la forêt l'a repéré à distance. Alertant le reste de sa tribu, ils partirent à sa recherche et retrouvèrent le jeune garçon au milieu d'un groupe de singes excités, prêts à attaquer les humains intrus avec des pierres. Il a été découvert que pendant 3 ans, le groupe de primates qu'il avait accepté comme l'un des leurs s'était occupé de lui et lui avait appris à survivre dans la jungle. Quand cela leur a été possible, les membres de la tribu ont emmené John dans un orphelinat, où il a montré tous les signes d'un enfant sauvage, des cicatrices sur tout le corps, une façon de se déplacer à 4 pattes ainsi qu'une incapacité à tolérer les aliments cuits. Au fil des années, John s'est adapté aux coutumes humaines, devenant finalement un peu la star de la chorale des enfants de son orphelinat grâce à sa jolie voix. Lorsqu'on l'interroge sur cette période dans la jungle, il parle de l'amour réciproque qui le liait aux singes et évoque le fait qu'il jouait tout le temps. À ce jour, John réside au Royaume-Uni où il a été adopté par une famille aimante qui est loin de lui faire des blagues de singe. C'est un adulte complètement réhabilité qui espère posséder sa propre maison et fonder sa propre famille un jour. Une fin heureuse pour ce garçon. Romulus et Rémus. Ce sont probablement les personnages les plus célèbres de tous car ils ne sont rien moins que les pères fondateurs de Rome. Leur histoire, ce qui les mena à la vie sauvage ainsi que leur rôle dans la fondation de Rome est raconté dans l'Énéide par Virgile. Mythe ou pas, ces personnages historiques sont immortalisés encore aujourd'hui par une sculpture emblématique installée en plein cœur de la ville. Contrairement à ce que l'on raconte souvent aux enfants, ces deux-là ont été trouvés et pris en charge par un gentil berger et sa femme et non par une louve. Ils ont grandi dans ce foyer où leur destin était de devenir bergers comme leur père adoptif. Mais comme c'est le cas pour beaucoup d'icônes de la mythologie romaine, leur vrai père était en fait un dieu. Il s'agissait de Mars, le terrifiant dieu de la guerre. Des années plus tard, Rémus et Romulus décidèrent de fonder une ville. Rémus se plaça sur l'Aventin tandis que son frère, Romulus, choisit le mont Palatin. Pour savoir à qui reviendrait le droit de nommer et de gouverner la future ville, ils interrogèrent les dieux en observant le vol des oiseaux. Rémus aperçut 6 vautours alors que son frère jumeau en vit 6 de plus. Romulus commença donc à construire la ville en traçant les frontières, mais Rémus se rebella.
Un combat débuta entre les deux frères se terminant par la mort de Rémus. On raconte que Romulus, pris de remords, l'enterra sur l'Aventin. Romulus donna ensuite son nom à la ville mythique qu'il venait de fonder, Rome. Victor d'Aveyron. Victor d'Aveyron, enfant sauvage de France, capturé par des chasseurs dans les années 1800, était âgé d'environ 12 ans selon les estimations de l'époque. Cet enfant, qualifié de bizarre, se distinguait par son incapacité à parler, par ses préférences alimentaires, mais également par les nombreuses cicatrices sur son corps. Ces dernières firent penser à certains qu'il avait dû passer la majeure partie de sa vie dans la nature avant d'être repéré dans les bois en 1797, puis de refaire surface près de Saint-Simon en France en 1800, là où il fut capturé. Il fut alors le sujet d'études favori de nombreux scientifiques et philosophes qui, emportés par l'engouement pour la littérature romantique, pensaient pouvoir lui inventer une biographie. Finalement, le docteur Itard le prit sous son aile et travailla avec le garçon pendant 5 bonnes années en tentant de le rééduquer. Une mission qui échouera puisque, pour finir, Victor n'arrivera à prononcer que quelques mots mais ne parlera jamais. Il réussira aussi à manipuler quelques objets et apprendre certains gestes mais demeurera complètement inadapté sur le plan social. Alors que Victor a vécu une vie tranquille jusqu'à ses 40 ans, âge de sa mort, l'histoire de cet enfant sauvage au destin extraordinaire permettra de relancer le débat sur le retard mental. Qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis ? Une question longtemps traitée par le docteur Jean Itard, dont l'apport pour le développement des personnes souffrant de retard et l'éducation spécialisée continue d'aider les spécialistes encore à ce jour. Kaspar Hauser. Ayant défrayé la chronique dans toute l'Europe, cette étrange histoire commence le 26 mai 1828 à Nuremberg. Ce jour-là, 2 artisans sont abordés par un jeune homme dépénaillé, sale, hirsute, avec l'air épuisé et hébété et ne s'exprimant que par borborigme. Ce dernier leur tend une enveloppe adressée à Monsieur le capitaine commandant le 4e escadron du 6e régiment de chevaux légers et contenant 2 billets. Le premier est signé d'un pauvre journalier qui indique avoir élevé secrètement l'enfant appelé Kaspar Hauser à la demande de sa mère qui le lui aurait confié quelques mois après sa naissance. Il parlait du bon caractère de Kaspar et mentionnait également la volonté de l'enfant d'être comme son père. Si ce n'était pas possible, il fallait le tuer. Le second est signé de sa mère qui précise qu'il est né le 30 avril 1812 et demande à ce qu'il soit envoyé au 6e régiment de chevaux légers où son géniteur, dont le nom n'est pas mentionné, aurait servi. Les lettres créent un mystère immédiat autour des origines de Kaspar Hauser. Mais le capitaine de la cavalerie suspecte une supercherie, ayant remarqué que les 2 billets étaient écrits de la même main. L'adolescent de 16 ans, incapable de fournir la moindre explication, sera donc mis sous les verrous pour finalement être recueilli quelques mois plus tard par l'un de ses geôliers. Quelques années plus tard, il sera poignardé à mort au milieu d'un parc à l'âge de 21 ans. Kamala et Amala. Kamala et Amala, 2 filles respectivement âgées de 8 ans et de 18 mois, ont été retrouvées à Midnapore, dans le Bengale occidental en Inde, en 1920. Elles sont de loin l'un des cas les plus intéressants, les plus controversés d'enfants sauvages enregistrés jusqu'à présent. L'année où elles ont été découvertes, il y avait beaucoup de rumeurs concernant 2 esprits aperçus en train de courir avec des loups, ce qui terrorisait les villageois de la région. Un missionnaire en charge de l'orphelinat local, le révérend Joseph Singh, a décidé de voir par lui-même d'où venait cette agitation. Pour ce faire, il est resté caché durant 2 nuits dans un arbre jusqu'à ce qu'il ait finalement aperçu ce qu'il a décrit comme une révulsion totale de filles agissant de façon inhumaine. Le révérend avait de faibles moyens et était incapable de communiquer avec les filles. Après leur capture, il réussit seulement à leur faire accepter leur nouvel environnement. À peine avait-il réussi à les réhabiliter, la plus jeune, Amala, mourut subitement d'une infection rénale en 1921. Cela provoqua un changement chez son aîné Kamala qui cessa lentement d'avoir peur des humains et de son nouvel environnement. Sans sa sœur, elle apprit finalement à parler, à lire et à marcher debout, ne se déplaçant de nouveau à 4 pattes que quand elle voulait aller plus vite. Malheureusement, Kamala mourut de la tuberculose en 1929. Mémie Leblanc. Et maintenant, la cerise sur ce gâteau. C'est l'histoire d'une petite fille noire qui a été découverte en France rurale en 1731. Elle dormait à la campagne et portait avec elle un bâton qu'elle utilisait pour se défendre. Elle a été attirée dans le village par des fruits et des baies, puis capturée par les villageois en un rien de temps. Quand on lui parlait, elle était incapable de répondre. Après avoir été lavée, il a finalement été découvert qu'elle était couverte de terre et de peinture et qu'en réalité, elle était blanche. Elle était remarquable dans sa capacité d'adaptation et dans son sens de la survie. Envoyée à la ville pour être éduquée, Mémie apprit le français, langue qui deviendra sa langue maternelle, et finit par perdre toute trace de comportement sauvage. Quand elle le put, elle laissa entendre qu'elle avait été kidnappée et mise sur un bateau qui avait fait naufrage. Réussissant à nager jusqu'au rivage, elle s'est retrouvée à Sonji, dans la Marne.
Une biographie a été écrite par un de ses soignants. L'identité de celui-ci a souvent été contestée par des personnes affirmant qu'en fait, ce serait elle-même qui l'aurait écrite, relatant ainsi sa véritable histoire. Laquelle de ces histoires d'enfants stupéfiants vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!